On compare les modèles de prévision pour un même profil de demande en considérant ce qu'on appelle les erreurs ou écarts de prévision. Un écart de prévision à une période, c'est tout simplement la différence entre ce qui a été réalisé à la période ou observé comme demande et ce qui a été prévu. Le sens de la différence à la période, ici c'est R moins P, mais ça pourrait être P moins R. Le sens n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est on adopte un sens, on l'applique ensuite tout le temps à tous les produits pour lesquels on fait de la prévision. Différentes mesures d'un point de vue statistique existent pour déterminer à quoi ressemblent les erreurs de prévision. Il y a l'erreur moyenne de prévision qui consiste seulement à faire la somme des erreurs de prévision puis à diviser par le nombre d'erreurs de prévision qu'on a. C'est une moyenne. Ça peut donner 0 cependant et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'écart. Donc, l'ampleur de l'écart n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant pour l'erreur moyenne de prévision, c'est juste s'il y a un sens, plus ou moins. L'écart moyen absolu, beaucoup utilisé en pratique, on tient compte de l'ampleur de l'écart en valeur absolue, donc on ne considère pas le sens de l'erreur de prévision. L'erreur quadratique moyenne, ça ressemble à une variance des écarts, mais ce n'est pas la variance des écarts comme telle. On fait la somme du carré des écarts de prévision et on divise par le nombre d'erreurs de prévision qu'on a. Tandis qu'une variance, c'est la somme du carré des observations à la moyenne de ces observations divisé par n-1. Ce n'est pas la même chose, pas tout à fait la même chose ici. Mais on va se servir de l'erreur quadratique moyenne pour déterminer des intervalles de confiance quand on fait de la prévision. Une autre mesure très utilisée, la moyenne des erreurs relatives absolues. Pour chaque écart de prévision, en plus ou en moins, on va prendre la valeur absolue de cet écart de prévision. On va diviser par la demande qui a été observée à cette période. Ce résultat, on va le faire pour chacune des périodes. On va faire la somme et on va diviser par le nombre d'écarts absolus relatifs qu'on a. Ce qui va nous donner une ampleur relative, sans considérer le sens de l'erreur de prévision. Autrement dit, l'écart moyen absolu nous donne l'ampleur de l'écart sans considérer le sens de cet écart, et la moyenne des erreurs relatives absolues, ou le MERA, va nous donner l'ampleur de l'écart, mais en proportion aux mesures relatives de la demande. Voici un exemple de représentation mathématique de cette moyenne des erreurs relatives absolues. Pour chaque période où il y a un écart de prévision, on fait l'écart de prévision en valeur absolue. On divise par la demande de cette période et on répète pour toutes les périodes où on a un écart de prévision. On en fait la somme et on divise par combien d'erreurs de prévision sont considérées ici. On pourrait diviser par prévision au lieu de réaliser, mais on aurait plutôt une proportion d'écart par rapport à la prévision. C'est une autre interprétation. Pour faire le suivi des prévisions, on veut se doter de garde-fous pour surveiller les écarts de prévision. On ne veut pas avoir des écarts de prévision trop importants. Différents moyens, dont le signal de dérive. Le signal de dérive, c'est un calcul qu'on obtient avec l'erreur moyenne absolue, avec l'écart moyen absolu dans le temps. Et regardons ici la portion droite. On a fixé une limite supérieure à plus 4, une limite inférieure à moins 4
et on voit notre signal de dérive et à l'intérieur de ces limites-là, de période en période. Un signal de dérive est très bon lorsqu'il est entre plus 4, moins 4 jusqu'à plus 8, moins 8. Un autre moyen de surveillance des écarts de prévision, c'est la carte de contrôle. C'est une importation de ce qu'on fait en gestion de la qualité avec les cartes de contrôle en qualité. Et c'est là qu'on a nos intervalles de confiance et l'erreur quadratique moyenne qui est utilisée. Alors, un intervalle de confiance à 95% avec l'erreur quadratique moyenne, c'est à plus ou moins 2 fois la racine carrée de l'erreur quadratique moyenne. Un intervalle de confiance à 99% de niveau de confiance, c'est plus ou moins 3 fois la racine carrée de l'erreur quadratique moyenne. Encore une fois, on regarde qu'est-ce qu'il y en est. Ce sont des garde-fous. Ils sont là à plus 3, moins 3, donc niveau de confiance de 99%. En pratique, on a une certaine approche méthodologique à la prévision. Cette approche consiste évidemment à recueillir ce qu'on a comme données, des données quantitatives, des données qualitatives, à les étudier, comportement, voir s'il y a de la tendance, saisonnalité, des effets de promotion, bref, on regarde tout ça. Et pour le contexte de la prévision, ce qu'on a comme données, on va séparer ça en 2 groupes. Un groupe dit de préparation et un groupe d'application. Aux données en question, on va appliquer différents modèles de prévision. On va évaluer évidemment avec quels paramètres. On va regarder ce qu'on a comme résultat, les analyser. On va retenir une méthode, puis on va en faire le suivi avec signal de dérive, avec carte de contrôle, peu importe. Alors, le groupe de préparation, c'est un ensemble de données qui vont servir à préparer le modèle de prévision et à l'appliquer afin de voir son comportement. Puis généralement, c'est les 2 tiers des données de départ, le premier 2 tiers de données. Puis on établit le signal de dérive ou encore la carte de contrôle à partir des données de ce groupe. Par la suite, le groupe d'application, donc avec les données les plus récentes, on va appliquer le modèle de prévision sur ces données comme s'il s'agissait vraiment de nouvelles données en réalité. Puis on va regarder ce qu'on a comme mesure d'erreur de prévision sur ces résultats. Vous voyez en vert une série chronologique. On a à peu près 60% des données au départ, ici. On prépare les données. On voit en jaune les prévisions qui sont effectuées, sauf qu'on ne calcule pas les erreurs de prévision avec les prévisions obtenues avec le groupe de préparation. C'est plutôt avec le groupe d'application qu'on effectue les mesures en question. Un dernier aspect, c'est ce qu'on appelle le délai de prévision, c'est-à-dire le nombre de périodes futures ou à venir pour lesquelles on ne peut effectuer la prévision avec les données actuelles. Il y a plusieurs situations en pratique où on ne peut pas faire la prévision d'aujourd'hui pour le mois prochain. C'est peut-être pour dans 3 mois, étant donné un délai d'approvisionnement qui est de 2 mois plus un délai de production qui est d'1 mois. Il faut quand même tenir compte de ce genre de délai dans nos prévisions. Ce qui fait que ce qu'on a comme données à la période T, il faut faire la prévision avec les données, supposons, de la période T-3 si le délai de prévision est de 3 mois.